Bonsoir et bienvenue en direct pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. François Hollande a lancé cet après-midi une mobilisation générale pour lutter contre le terrorisme à Davos. Un discours solennel dans lequel le président a appelé le système financier à couper les sources du terrorisme. Derniers instants de campagne électorale en Grèce où les électeurs dimanche voteront pour élire leur parlement. Derniers instants d'une campagne sous haute tension. La coalition de gauche radicale Syriza est en tête dans tous les sondages. Et puis votre rendez-vous décalé du vendredi, le micro trop tard d'Alex Darmon. Il revient cette semaine sur l'engagement des jeunes citoyens. Mais avant de développer ces titres, cette information que vient tout juste de confirmer le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, l'humanitaire française enlevée lundi à Bangui en Centrafrique a été libérée. Claudia Priest était retenue depuis 2 jours par des miliciens anti-Balaka. C'est une décision extrêmement rare. Le Conseil constitutionnel a validé aujourd'hui la déchéance de nationalité d'un djihadiste franco-marocain. Les sages n'ont pas considéré en effet que cela crée une inégalité entre binationaux et français. Retour sur une mesure certes exceptionnelle mais qui fait débat avec Louis Sibyl. 8 fois seulement en 40 ans, un Français a été déchu de sa nationalité. Un fait rare, très rare, car très encadré. L'article 25 du Code civil est clair, la déchéance de nationalité peut être décrétée seulement pour un crime ou délit contre la nation, l'État et la paix publique. Exemple, fournir des armes à une armée étrangère, organiser un complot ou encore fomenter des actes de terrorisme. Et c'est une décision prise par décret ministériel. Le dispositif est déjà très limité et c'est tout à fait normal parce que si ce dispositif devient trop général, il va se heurter au principe constitutionnel, devenir arbitraire et finalement dépasser ce que permettent autant le Conseil constitutionnel que la Cour européenne des droits de l'homme. Point de discorde, la déchéance ne s'applique que pour les binationaux. Il est interdit de rendre quelqu'un apatride. L'article 15 des droits de l'homme précise que tout individu a le droit à une nationalité. C'était le cas du djihadiste franco-marocain Ahmed Sanouni. Naturalisé en 2003, il a été condamné à 7 ans de prison pour complicité dans une entreprise terroriste. Le Conseil constitutionnel a validé sa déchéance de nationalité aujourd'hui. Pour ce militant des droits de l'homme, tous les citoyens ne sont pas égaux face à la loi. Il est regrettable que le Conseil constitutionnel, pour des raisons d'opportunité, hier comme aujourd'hui, pratique une entorse à ce principe qui était pourtant essentiel dans le droit de la nationalité en France. L'opposition a lancé l'idée d'une nouvelle peine dans la même veine, celle d'indignité nationale. Il ne s'agirait pas d'enlever la nationalité, mais de priver un citoyen de ses droits. Le gouvernement a demandé un travail parlementaire. La garde des Sceaux est déjà réservée. Ce serait effectivement un acte symbolique, mais les symboles portent leur charge. Ça n'est pas un symbole que moi j'aurais revendiqué. Depuis la loi antiterroriste de 2014, les djihadistes étrangers peuvent être interdits de territoire français. Des membres de l'opposition voudraient l'étendre aux terroristes binationaux. Ultime kilomètre pour une soixantaine de lycéens mobilisés pour la marche de la liberté. Ils sont arrivés à Paris cet après-midi où ils sont allés se recueillir devant l'hyper-cachère de la porte de Vincennes, puis devant le siège de Charlie Hebdo. Les étudiants ont rendu hommage aux victimes des attentats. Ils étaient partis de Bordeaux il y a une dizaine de jours. Devant 2000 décideurs réunis à Davos en Suisse pour le Forum économique, François Hollande a appelé les investisseurs à se tourner vers l'économie verte. Le chef de l'État était avant tout présent pour parler du climat. Mais 2 semaines après les attentats en France, il a également invité les grandes entreprises à couper les sources de financement du terrorisme. Le récit de Julie Hulin. Une véritable forteresse. 2 semaines après les attaques terroristes ayant visé Paris, les forces de sécurité présentes à Davos étaient plus nombreuses que les participants. Porté par un élan de solidarité internationale, François Hollande s'est affiché pour la première fois au Forum économique mondial, lançant un appel à la mobilisation du monde économique contre le terrorisme. J'appelle le système financier à couper les sources
d'alimentation du terrorisme, à en terminer avec les paradis fiscaux, à lutter contre le blanchiment de l'argent. C'est notre intérêt commun. Ne laissez pas agir aujourd'hui une bête qui vous frappera aussi. Un appel à une réponse globale, internationale, adressée aussi bien aux États qu'aux entreprises. Je m'adresse en particulier aux grandes entreprises du numérique pour qu'elles puissent prendre leur part, identifier les contenus illégaux, les rendre inaccessibles et faire en sorte d'établir une forme de règle, parce que vous êtes aussi partie prenante de la régulation. À 11 mois de la grande conférence de Paris sur le climat, le président français s'est également fait le porte-parole d'une croissance verte, invitant les entreprises à financer le Fonds vert pour le climat et à investir différemment. Des capitaux doivent s'investir massivement dans l'économie verte. Aujourd'hui, c'est moins de 1% des portefeuilles traditionnels qui sont placés dans l'économie verte. Nous devons donc créer un nouveau marché. Presque 3 ans après son élection, celui qui avait fait de la finance sa pire ennemie l'exhorte maintenant à prendre ses responsabilités. Et pour lutter contre la menace terroriste, le gouvernement a annoncé il y a 2 jours un renforcement des moyens humains et financiers des services de renseignement français. Le renseignement français rassemble 13 000 personnes au sein de 6 services, dont les plus connus sont la DGSE et la DGSI. État des lieux avec Sophie Normand-Couturier et Louis Sibyl. Le renseignement français, ce sont 6 services coordonnés par le Conseil national du renseignement, avec en prime quelques spécificités. En France, on a des juges antiterroristes, une section particulière du parquet qui est spécialisée et qui, avant même les projets de réforme et de nouvelles lois qu'on est en train de mettre en œuvre, permettait quand même aux agents de renseignement d'avoir de grandes capacités proactives en termes d'écoute, de surveillance et de travail sur les menaces. On connaît surtout 2 grands services, la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure, qui dépend du ministère de la Défense et fonctionne hors de France, avec notamment près de 500 agents secrets chargés de récolter des informations destinées à l'Élysée, à Matignon ou à certains ministères comme le Quai d'Orsay. Puis il y a la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure. Elle est placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et fonctionne sur le territoire français. Ses missions, le contre-espionnage ou encore la guerre contre le terrorisme. Au total, 13 000 personnes travaillent pour le renseignement français. Il en faudrait encore et toujours plus. Il faut évidemment des hommes. Il n'y a pas de plafond. Plus il y aura de personnel, mieux les tâches seront assumées. Le renseignement français, une organisation encore morcelée là où aux États-Unis par exemple, les services sont plus centralisés depuis le Patriot Act. L'Union européenne a les yeux rivés sur la Grèce où les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour des élections législatives anticipées, des élections déterminantes qui pourraient porter Syriza à la tête du pays. Le parti de la gauche radicale est en tête dans tous les sondages et espère à la majorité absolue. Jérôme Rabier. Dimanche soir, la Grèce a de bonnes chances de porter au pouvoir le leader de la gauche radicale, Alexis Tsipras. Son parti Syriza est plus que jamais donné favori des élections législatives anticipées. Après 4 années d'austérité, une partie de la population veut tourner la page. Et Alexis Tsipras promet de revenir sur les sacrifices imposés, selon lui, par Bruxelles et le FMI. Notre plan, c'est de refuser la mise sous tutelle, d'où que ce soit, d'en finir avec les mémorandums et de négocier âprement, uniquement dans l'intérêt du peuple. Renégocier la dette grecque ou au moins étaler son paiement, voilà sa promesse phare. Face à lui, le Premier ministre actuel, Antonis Samaras, leader du parti conservateur Nouvelle Démocratie, défend les mesures prises et promet le chaos en cas de victoire de Syriza. Soutenu au moins officieusement par Angela Merkel et la Commission européenne, de quoi renforcer le discours d'Alexis Tsipras à son égard. Nous approchons de la fin de campagne électorale et M. Samaras, avec ses alliés de l'extrême droite, sombre jour après jour dans l'alarmisme, les mensonges et la peur. Depuis un mois, tous les sondages donnent Syriza vainqueur, mais la majorité absolue de 151 sièges au Parlement grec est pour l'instant incertaine. Tous les regards seront tournés dimanche vers Athènes pour savoir si à la prochaine réunion des dirigeants européens, un membre de la gauche radicale sera présent sur la photo, aux côtés notamment d'Angela Merkel et François Hollande.
Et par téléphone et en direct d'Athènes à notre correspondante Angélique Kourinis. Bonsoir Angélique, c'est la fin d'une campagne électorale très animée. Comment est l'ambiance, l'atmosphère sur place à 36 heures du vote? Bonsoir. Eh bien là, je me trouve au stade de taekwondo du Vieux-Falaise où le Premier ministre tenait le dernier meeting de cette campagne, le Premier ministre conservateur qui devait débuter son discours à 18h, il a débuté qu'à 19h15. La salle était pratiquement vide, il a fallu faire appel aux militants et amener beaucoup de drapeaux pour masquer justement cette absence de militants. Les conservateurs savent que pour eux, maintenant tout est joué, c'est perdu. Le tout est de savoir à combien va se monter cette dégringolade qui s'annonce très sévère. De son côté, aujourd'hui, le président de la gauche, Alexis Tsipras, lui sûr de sa victoire, maintenant demande non seulement un vote, mais un vote massif de la part des Grecs pour avoir une majorité absolue lundi et pouvoir gouverner sans avoir à chercher une coalition qui semble par ailleurs extrêmement compliquée et difficile à trouver. Et donc, Angélique, pourquoi, oui, pourquoi cette coalition de la gauche radicale grecque inquiète en Europe? Eh bien, je ne sais pas vraiment si elle inquiète encore beaucoup. Je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, la bourse grecque a grimpé de 5 points et que hier, M. Draghi a annoncé que la Banque européenne d'investissement allait racheter de la dette dans tous les pays. Donc finalement, tout le monde semble à Bruxelles comprendre que la gauche va gagner et qu'il va falloir faire avec parce qu'elle ne prend pas le pouvoir. Elle gagne le pouvoir dans des élections démocratiques. Donc c'est la règle du jeu, il faudra faire avec. La problématique, c'est qu'on a prêté des propos au Syriza qui ne sont pas vraiment les siens. Le Syriza a dit depuis 2012 qu'il n'est pas question de sortir de l'Europe, qu'il n'est pas question de sortir de l'eurozone, qu'il n'est pas question d'abandonner la monnaie unique. Il est question de rester dans l'Europe et de réformer l'Europe. Et hier, où c'était le discours de M. Tsipras, il y avait beaucoup de partis européens qui étaient venus le soutenir, des partis de gauche bien sûr. C'est important de le rappeler. Merci Angélique Kourinis en direct d'Athènes. Et puis comme chaque vendredi, c'est l'heure du micro trop tard cette semaine. De quelle façon les Français peuvent-ils s'engager dans la vie publique et citoyenne? Alex Darmon est parti vous poser la question. On est qui? Public Sénat. Et on est là pourquoi? Le micro trop tard. C'est bien. Et toi tu me fais des pompes jusqu'à que je revienne. Chef, oui chef. Cette semaine pour le micro trop tard, on revient sur François Hollande qui a confié une mission aux parlementaires, étudier toutes les formes d'engagement possibles pour les citoyens, service civique, bénévolat et pourquoi pas service militaire. Allez, garde à vous bande de canards, on y va. C'est quoi du service civique? C'est magnifique. Sérieux, vous croyez? Oui. Une bonne chose qui pourrait peut-être ressouder un peu les gens. C'est très important de s'impliquer dans la société, de donner de son temps à ceux qui en ont besoin. Le service civique, je trouve que c'est un petit peu lamentable. Si c'est occuper les jeunes sans leur donner de salaire, je ne crois pas que ce soit une très bonne chose. S'il est facultatif, ok, mais obligatoire, non. Au moins on apprendra la Marseillaise. Bah moi je la connais la Marseillaise. Ah bon, faites voir. Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. C'est quoi pour vous le service civique en France? C'est quelque chose qui remplacerait le service militaire. On va attaquer par là et par là. Et s'ils arrivent, on les bloque à ce niveau-là. On cherche des mecs pour l'armée, vous êtes chaud ou pas? Non mais pour les hommes je suis d'accord, mais parce que moi je suis une femme, je n'ai pas. Égalité des sexes, t'es pas ou quoi? Ouais, bon, on est tous d'accord pour dire que c'est la connerie. Non, vous pouvez pas partir maintenant là, c'est maintenant que ça commence monsieur. Je sais pas si c'est le sentiment d'appartenance à la France qui est vraiment important dans le contexte du service civique. Je pense que c'est plutôt le sentiment de faire quelque chose d'utile. Comment ça fait? Marchons, marchons. 497, 498, 499. Allez, c'est bon, repos. Tu vas ranger ton bureau. Chef, oui chef. J'adore ce métier. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Caroline Deschamps et sa bande de gazouilleurs. Au menu de l'émission La Politique, c'est net, le cyber-djihadisme. Passez une belle soirée, un bon week-end sur Public Sénat.